Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour et bienvenue à ce 4e chapitre de la saison 2 des Dérangeants. Mon nom est Patrick Marcelet et aujourd'hui, on a un programme chargé devant nous. On va recevoir Stefano Faita, personnalité publique bien connue ici au Québec. Et puis, on va aborder un autre thème assez tabou quand même. Après tout, on est les spécialistes de la chose. C'est-à-dire ces occasions où on haït les clients avec qui on fait affaire. C'est pas évident. Et pour passer aux aveux avec courage et essayer aussi d'apporter certaines pistes de solutions, nos dérangeants aujourd'hui sont Marie-Philippe Simard, Marie-Claude Duquette et Alex Mancy. Merci à vous. Salut à vous. Salut Pat. La tradition veut qu'on débute avec nos coups de cœur ou nos coups de masse. Je débute Marie-Claude, Marie-Philippe, peu importe. On débute avec une de vous deux. Je peux y aller en premier? Vas-y, Marie. Moi, je suis souvent coup de gueule. OK. Là, coup de cœur pour le mois de novembre. Oh, mon Moi, Dieu, là, c'est je fais un aveu là, aujourd'hui. Je fais une bébé dépression saisonnière, septembre-octobre. Je file pas bien, je me sens drôle. Je t'assure de m'acheter une lumière qui fait la luminothérapie. Puis novembre, on dirait qu'on rentre dans Noël, j'en deviens de bonne humeur. Fait que là, je dis allô aux gens qui font une petite dépression. Marc Cassivi en a parlé cette semaine, Oui, dépression saisonnière, luminothérapie. Fait que je salue novembre, je suis bien contente d'arriver dans le temps des fêtes. Puis, Attends un peu, là. Je salue novembre, je suis contente d'arriver dans le temps des fêtes. Oui, pour moi, c'est le temps des fêtes. Moi, j'écoute de la musique de Noël maintenant. Je suis capable. Mon Dieu, moi non, je suis Ah, rendue ouais. là. Ah oui, hein? Ah ouais. J'écoute Harry Potter, moi, à Noël. Là, je check c'est quand que je commence. Je suis à ça de te juger, mais ça fait pas partie des valeurs des dérangeants, alors je ne le ferai pas. Ça me dérange. Marie-Claude, toi, coup de cœur ou coup de masse? Ben, je vais rester dans mes habitudes, coup de cœur. Puis je pense que ça peut faire aussi justement du bien aux gens au mois de novembre. Mais écoute, moi, j'ai eu une crise existentielle avant mes vacances cet été. Puis parfois, ça m'arrive de lire. Fait que j'ai lu un livre qui est L'art subtil de s'en foutre. L'art subtil de s'en foutre. Oui, de Mark Manson. Ça m'a vraiment remis en perspective beaucoup de choses, dont le barème de valeur. Puis, tu sais, ce qu'il dit là-dedans, c'est si on est toutes extraordinaires, comment tu vas être extraordinaire si on l'est toutes? Tu sais, on dirait que je suis dans cette quête-là de devenir extraordinaire, puis on est, t'es pas capable de reacher tout le temps plus haut. Fait que le barème de valeur, moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé. Puis aujourd'hui, autant dans ma business que dans ma vie personnelle, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes fondements? Puis là-dessus, je mesure ma qualité de travail, ma qualité de vie, puis qu'est-ce que je veux. Puis ça a ramené ça là, à quelque chose de beaucoup plus tangible, de beaucoup plus réaliste, puis la pression est descendue. Fait que moi, je recommande ce livre-là pour revoir justement, c'est quoi tes valeurs, puis c'est quoi qui est important pour toi, puis accorder de l'importance, puis que c'est correct aussi de se tromper. Et moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit un moment donné, dans le mot extraordinaire, t'as des moments que t'es extra, puis t'as des moments que t'es ordinaire. Fait qu'il faut que tu sois capable de vivre comme avec les deux. J'aime ça. Si t'as des jours ordinaires, c'est ça. Et il y en a plusieurs qui ont de la difficulté à vivre avec ça, des moments ordinaires. Ou tu sais que tu te sens ordinaire. OK, j'ai été poche. Mais c'est parfait parce que quand tu vis le moment super nice, tu peux l'apprécier. Encore plus, ben oui, bien sûr. Tu sais, ça serait tout le temps formidable. Ben, les moments que c'est formidable, tu le verrais même plus. C'est ça. OK, ouais. Et maintenant qu'on est allé chercher un crayon, rappelle-nous exactement le titre, s'il vous plaît. L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Merci beaucoup. Alex, coup de cœur, coup de gueule. C'est un coup de cœur, mais avec un bémol. OK. Les studios Epic Games, créateurs du jeu un succès planétaire Fortnite, ont décidé d'ouvrir une branche à Montréal. C'est leur premier studio à l'extérieur des États-Unis. Donc, c'est excellent pour la scène du jeu vidéo à Montréal. Par contre, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pour le talent fou des designers québécois ou pour les fameux crédits d'impôt qui sont très alléchants? Et ta réponse, tu ne le sais pas encore? Moi, je pense que c'est les crédits d'impôt qui sont une raison principale pourquoi ces gens-là ouvrent les studios. Quand on regarde leur rapport comptable, tu vois que la plupart de ces studios-là, si tu enlèves les crédits d'impôt, ils seraient carrément à la rue. Là. Mais sans passer 25 minutes là-dessus, puis moi qui ne connais pas tellement ça, là, mais ça a du bon au bout du compte quand même, ces crédits d'impôt-là. C'est sûr que ça crée des emplois. Par contre, les revenus de ces emplois-là que génère, Fortnite génère à peu près 1 milliard par mois. Est-ce qu'on va avoir la couleur au Canada? OK. Pas certain. OK, bonne observation, effectivement. Merci, Alex. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va recevoir Stefano Faita. Je ne sais pas si on doit l'appeler Monsieur Livre de recettes, Monsieur Restaurant, Monsieur Sauce. Toutes ces réponses sont bonnes. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com.
Il est une des stars du Québec culinaire Inc., propriétaire de 3 restos, auteur de livres de recettes, animateur télé, porte-parole, créateur de sauce tomate et papa de 3 enfants. Est-ce que j'en oublie, Stefano Faita? Une femme patiente. Ah oui, hein? Oui, très patiente. Oui, on la salue. Bienvenue dans Les Dérangeants, oui. Stefano. Merci. Tu as créé un des plus forts branding qu'il n'y a pas dans le monde culinaire ici au Québec. Merci, c'est gentil. Le gars sympathique, le guy next door, beaucoup. Cela dit, c'était pas mon but. Tu sais, je pense que ça a juste été à fur et à mesure que je travaillais puis que je montais l'échelle, mais ça se créait tout seul. Je me suis pas assis à 21 ans en me disant Stefano, tu vas te créer un branding avec tout ce que t'as. Là, c'est venu tout seul, dans le fond. Mais c'est-tu de l'instinct ou t'as étudié? As-tu étudié? J'ai pas étudié, j'ai même pas fini l'école. J'étais allé au cégep, je suis jamais allé à l'université. J'étais graphiste, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je pense que le point tournant pour moi, c'était quand j'ai commencé à travailler au commerce familial à la Quincaillerie Dante. Puis là, ma mère, c'est un entrepreneur hors pair, tant qu'à moi, tu sais. Puis elle a quand même créé un petit empire dans Petite Italie. Puis là, c'est en suivant ma mère, puis en voyant qu'est-ce qui se passe, j'ai comme eu cette fibre entrepreneuriale et vendeur, je devrais dire, parce que tu veux commencer un projet, mais faut que tu vendes ton projet à quelqu'un ou au public ou à n'importe qui. Donc, mais j'ai continué là-dedans, tu sais. J'ai travaillé au magasin 12 ans en vente à détail. Puis moi, j'avais un autre rêve d'ouvrir un restaurant. À ce moment-là, je donnais déjà des cours de cuisine. Et là, je me suis lancé en restauration. Tu sais. Okay. À travers de tout ça, il y a de la télé, évidemment, qui m'a aidé beaucoup et tout. C'est sûr. Mais mettons, dans tous tes projets, là, est-ce que, télé, les pots de sauce, IGA, est-ce que c'est des gens qui sont venus te chercher ou c'est toi qui as fait « Moi, je veux faire ça, si j'y vais ». Pour la télé, évidemment, sont venus me chercher. La télé a commencé avec José Di Stasio. Ma mère, elle faisait une émission. Puis là, José a dit, je fais une émission de pizza. Puis là, ma mère a dit, j'irai pas, je vais t'envoyer mon fils. Ben, moi, je suis allé, tu sais. Puis de là, mais la journée, une fois que l'émission était diffusée, je reviens à ça parce que je trouve que c'est toutes des coïncidences, tu sais. L'émission de pizza que j'ai faite à José a été diffusée le vendredi avant le Super Bowl. C'était comme le mets parfait pour aller avec le Super Bowl qui était le dimanche. Au magasin, on a vendu toute notre farine, toutes nos tomates, les tôles à pizza, on a tout vendu à cause de cette émission-là. Donc, ça a comme généré quelque chose. Puis là, j'ai eu d'autres contrats parce que j'imagine que j'étais bon à télé. Le restaurant, mais je voulais ouvrir un restaurant, mais je savais que j'étais pas un chef de formation. Tu sais, nous autres, on est une famille qui donne des recettes familiales, conviviales. Je savais qu'il fallait que je trouve un partenaire qui allait être capable de me donner qu'est-ce que j'avais pas moi-même ou qu'on combinait nos forces ensemble puis on allait avoir un produit X. Puis j'ai rencontré Michele, tu sais. Mais quand tu ouvres le Impasto, justement, il y a 5 ans, est-ce que tu y vas avec une étude de marché en disant, OK, là, cette fois-ci, ça me prend absolument un restaurant haute cuisine un peu italienne, ou si tu y vas juste avec ton gut feeling? Pour moi, c'était mon gut feeling. Puis Michele aussi, tu sais. On n'a pas une éducation en marketing ou en... J'ai jamais fait un plan d'affaires de ma vie. Ben voyons donc. Jamais. Fait que, tu sais, on savait qu'est-ce qu'on voulait. On avait une vision. On savait quelle sorte de bouffe qu'on voulait dans notre restaurant. On savait qu'on voulait que ça soit dans la Petite Italie. Puis, tu sais, on a fait des erreurs, là. Impasto a ouvert au mois de juillet. Puis, on voulait faire plein d'affaires. Des entrées, des pizzas, des plats principaux. On avait un gros four à pizza qu'on avait gardé de l'ancien restaurant qui était là. Puis, je vais te dire, là, quand on a ouvert à 30 degrés, il faisait chaud en tabarouette dans le restaurant, mon gars. Le monde, il sortait, puis là, ça dégoûtait. Là, j'étais comme en Mike, man, we fuck. Tu sais, ça marche pas, mon gars, là. What are we gonna do? Puis là, finalement, on a dit, on ferme le four, on garde le four pour l'automne puis l'hiver, on va pouvoir chauffer la place. Ça va nous coûter moins cher. Mais 3 mois plus tard, un commerce prend un peu sa personnalité, tu sais. Puis là, Impasto était plus devenu une pizzeria. C'était plus un restaurant italien, un peu plus haut de gamme, quand même très casual, mais fait avec les produits du marché. Mais c'était plus une pizzeria, ça avait plus cette âme-là. Mm-hmm. C'est ça qui c'est devenu, puis ça a jamais changé, tu sais. Gemma, mais... Ça, c'est ton restaurant de pizza. Oui, la pizzeria. Puis Gemma, tu sais, il est l'autre côté de la rue. Ouais. Déjà là, moi, mon idée, quand le local était libre, je me suis dit, moi, là, je vais être le propriétaire du coin de Dante puis Saint-Dominique. Je veux les 4 coins. Mais t'as pas eu peur de s'auto-faire de la compétition? Ouais, de cannibaliser. Pas du tout, parce qu'on avait un autre produit. On avait une pizzeria. Par contre, on a quand même ouvert une pizzeria dans une mer de 6 pizzerias déjà autour. Mais on offrait un autre genre de produit. Le local, l'autre côté de la rue, était alloué. Puis on l'a ouvert 1 an plus tard, on a ouvert Gemma. Et tout le monde disait, ma mère, elle capotait, non, tu fais pas jamais ça, puis oublie ça, ça marche pas. Puis j'ai fait, non, man, on le fait, ça va marcher. Tout mon excédent de clients de Impasto, je vais les envoyer chez Gemma.
Puis c'est ça qui est arrivé. Quand il fait trop chaud au Impasto, t'es envoies. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Pendant la 2e année, là, on avait notre chef cuisinier chez Impasto, Yann Turcotte, qui faisait du staff meal dans le sous-sol. C'est quoi du Un staff? staff meal, c'est comme le repas pour le staff. Ok, avant ok, le service, tu sais. Puis là, Yann, il faisait des burgers, puis là, il était vraiment bon. Puis là, Mike, c'est un chef pâtissier aussi à la base. Donc, Mike, il a formulé un pain aux pommes de terre, puis là, ils mettent ça ensemble. Puis Yann, son idée, c'était pourquoi qu'un chef cuisinier peut pas faire des burgers. Mais des bons burgers, tu sais. Ouais. Du début à la fin, tout fait maison, du bœuf du Québec. Puis là, moi puis Mike, on l'a regardé, puis on était tout sérieux, tu sais. Yann, tu sais, il est allé travailler dans des restaurants étoilés Michelin en France et tout. Je veux dire, un technicien dans la cuisine hors pair. Le gars, il veut faire des burgers. Fait qu'on est comme, OK. Il y avait un édifice qui était à vendre dans la petite Italie. On est allé le visiter, puis on a fait, Yann, ça te tente-tu? Il a dit oui. Ben, OK, on y va, go. Gut on feeling ouvre chez encore une Tousignan. fois. OK. Tousignan est un succès, puis c'est à cause de Yann, puis c'est à cause de l'effort que tout le monde, les 3 partenaires, on met dans ce commerce-là. Une des meilleures décisions qu'on a faites, c'est d'acheter l'immobilier. OK. Avant tout, tu Mais sais. tu sais, tu y vas tout le temps avec ton gut feeling. Des fois, est-ce que ça t'a joué des tours? Ou Pour l'instant, non. Fait que t'es toujours propriétaire des bâtiments où tu mets tes restaurants? Je suis propriétaire de chez Tousignan. Je suis pas propriétaire de Impasto. Et je sais pas quand qu'on va être diffusé, mais je vais être propriétaire de la bâtisse chez Gemma vendredi. Fait que combien de fois Cette par semaine semaine. ta mère va voir le propriétaire d'Impasto pour lui dire « Vends mon Le fils ». propriétaire de Impasto, je nommerai pas son nom, mais j'y donnerai plus une scène pour le restant de mon bail. À part de mon bail, même s'il veut vendre l'édifice, je veux pas l'acheter. OK. C'est une longue histoire. On va laisser ça là. On va C'est mettre un son ami. nom sur le web. Ouais, c'est un ami. C'est un gars que je parle encore, mais il y a juste une question de principe qu'il a pas compris, de principe humain, et c'est ça. Fait que tantôt, quand tu me disais, ah ouais, il est vraiment gentil, mais il est aussi capable d'avoir du tort et du caractère. Ben, puis, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Oui, oui. Oui. Si tu touches à mes bébés, je peux mordre. Écoute, je vais le dire, l'histoire, je nomme pas son nom, mais puis ça, c'est bon pour les entrepreneurs qui louent. Je veux dire, j'avais un bail de 15 ans, 3 termes de 5 ans signés avec les loyers jusqu'à la 15e année. Fait que je savais exactement qu'est-ce que je payais. Fait que, tu sais, je peux anticiper les coûts et tout ça en 15 ans qui est super, tu sais. Puis, il s'assoit au lunch chez Impasto. Je m'en vais le voir. Hey, comment ça va? Tout le kid dit ça va bien. Puis là, il me dit, tu sais, on n'a plus de bail. Je dis, mais comment ça, on n'a plus de bail? Je dis, on a signé, on a 3 termes. Je veux dire, tout est signé, tout est fait. T'sais, il dit, non, on n'a plus de bail. Le gars, il a fait exprès, parce que je parle fort, fait qu'il a fait exprès de venir dans mon restaurant pour parler de ça pendant l'heure du lunch. OK. Tu comprends? Puis là, il me dit, non, il n'y a plus de bail. Il dit, dans le bail, il fallait que tu donnes un avis de 9 mois avant pour renouveler le bail. Ah, il y a une mauvaise foi. Ah, Il les savait petits caractères. que ton resto Ouais. était sur le bord de fermer. Là. Peut-être c'est mon erreur, tu sais, puis ça c'est peut-être une erreur que les gens vont faire, puis regardez vos bails dans le fond là. Puis finalement, mais il m'a augmenté. Puis j'ai embarqué dans son Range Rover de l'année, puis j'ai dit t'es un bon, puis je te donnerai plus une scène même si tu vends ta bâtisse, c'est pas moi qui va l'acheter. Et voilà. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire de la journée. Stéphano, je veux Oui. t'amener sur tes sauces parce que Yes. t'en as vendu une puis un autre. On en a vendu pas mal. Ouais, hein? Ouais. Vous êtes rendu à combien de pots de sauce? On est rendu probablement 600 000 pots à peu près. Quand même. Dans un an, ouais. Et je veux qu'on démystifie quelque chose ensemble, parce que je veux savoir comment ça fonctionne, grosso modo. Donc, sont chez IGA. Comment tu fais pour qu'on Fait- les voit en tablette? Faut-tu payer pour ça? Comment ça OK, fonctionne? vu que j'ai une exclusivité avec IGA, tu payes pas de listing fees ou de advertising fees. Je devrais peut-être pas dire ça parce que IGA sera pas content, mais en tout cas, c'est quand même la Pour que tu sois réalité. placé en avant, là. Pour que tu sois... Non, pas nécessairement. C'est que tu payes des sous pour être sur le flyer, OK. l'espèce de flyer Ouais, qui le envoie, circulaire, le ouais. circulaire. Et il faut que tu payes des sous au début initialement pour être sur la tablette. OK. Fait que n'importe quel produit qui va aller quelque part dans une épicerie, il faut qu'il paye pour être sur la tablette. Mais tu peux-tu payer plus pour être à yeux de... à yeux Mais vue, ça se dit oui, pas? j'imagine pendant des promotions, mais du début, il y a un tarif de base où ce que tu payes. Et des fois, c'est cher. Je veux dire, si tu veux être juste au Québec, c'est une chose. Si tu veux être à travers du Canada, ça peut aller jusqu'à 50, 60 000 par produit. Fait que si tu as 4 sauces, déjà en partant, ça te coûte 200 000 tu sais. Puis, Donc, en parlant d'argent, tu payes à vendre des sauces? Comme combien d'argent tu peux faire sur un pot de sauce que tu vends? je préfère garder ça pour moi, mais c'est quand même pas pire, là.
Tu commences à comprendre qu'on s'appelle les dérangeants. Hein? Ouais, mettons en général, là, quelqu'un qui vend un produit d'une épicerie, à la fin, dans ses poches, c'est 10%? Ça dépend. 5%? Ça dépend parce que... 2%. Je t'explique. Ça dépend le deal que t'as, tu sais. Je veux dire, je suis payé par royauté. Fait que moi, je fais X montant par sauce vendue, tu sais. Donc... Mettons que tu gagnes 25 cents par sauce, eux autres, ils te le donnent à la fin du mois. Exactement. Puis... Mettons, c'est un petit peu plus que le double de ça, là. À la fin du mois, eux autres, ils me font un chèque, t'as vendu X montant de caisse, c'est ça que t'as, puis call it a day, tu sais. C'est-tu cher faire la sauce? Je présume que pas de temps. Ben, le matériel. C'est pas mon coût. Moi, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai un manufacturier où qu'on travaille, où ce que lui m'a dit, OK, Stéphano, moi, j'ai besoin de 10, je donne un numéro fictif, $10 par caisse. Il dit, toi, combien tu veux? Fait que, là, qu'est-ce qui est la bonne question, c'est dans quelle sorte de range de prix est-ce que tu veux être, tu sais? Okay. Si t'es à 6,99, mais peut-être t'es un petit peu cher. Si t'es à 4,99, mais là, tu fais vraiment pas d'argent. Fait que nous autres, on s'est mis à 5,99 parce qu'on s'est dit, on est un petit peu plus haut que les brands commerciales, qui sont pas très bons, mais on va être un petit peu plus bas que les premium brands qu'on est mieux, je crois. Donc, on s'est positionné comme ça. On a fait un petit peu moins d'argent, mais on gagne sur le volume qu'on va vendre. Fait que c'est un peu ça. Comment tu fais pour pas te faire avoir dans un deal comme ça? Comment tu fais pour pas te faire fourrer dans un deal comme ça? Tu dis que t'as pas de connaissances académiques, business pis ces choses-là. Comment tu es sûr que tu fais un bon deal? Avec les années, tu commences à comprendre comment lire un contrat. Okay, ouais. Puis tu fais affaire avec un bon avocat. C'est bon, ça. C'est pas mal ça. Okay. Comment ça marche si tu veux plus juste te retrouver dans l'IGA puis tu voudrais dans un métro? Bon. Et voilà la question. Moi, mon terme, il est de 2 ans, plus ou moins. Donc, en 2019, ils vont perdre l'exclusivité. Là, de un, c'est où ils me font une offre, ou ce qu'ils veulent me garder, ou sinon, mais les portes s'ouvrent à moi, puis je peux aller où ce que je veux. T'es porte-parole d'IGA, fait que tu peux te tirer dans le pied aussi. Ouais, mais tout dépendant, parce que là, on vient à renouvellement du contrat, puis ça se peut qu'on soit plus porte-parole. Ouais. Je veux qu'on lâche les tablettes du IGA, puis je veux t'amener à ton domicile. Tu as quand même, on le dit, 3 restaurants, on le dit depuis tout à l'heure, ouais. Les sauces, etc., etc. Tu as 3 enfants en bas âge. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des règles que tu dois écrire avec ta blonde pour arriver à être un peu à la maison? Je vais être très honnête et humble à ce moment-là. Mon plus gros défi présentement dans ma vie, c'est de trouver de l'équilibre avec mes enfants. J'aimerais ça, être capable de passer plus de temps avec eux. Je pense que je suis beaucoup mieux que je l'étais. À un moment donné, il faut que tu saches t'entourer, tu sais. Fait que là, moi, pour les restaurants, on est très chanceux. J'ai des bons pions. J'ai mes soldats. Mes tops sont dans toutes mes 3 places. Ils prennent soin de mes restaurants. Donc, j'ai plus de temps le soir. Oui, c'est difficile, tu sais. Fait qu'à chaque moment où ce que je vois une ouverture, où ce que je peux faire quelque chose, partir en voyage, je le fais, tu sais. Des fois, il faut que je l'écrive dans mon agenda, tu sais. Tu sais, aller m'entraîner, des fois, pour moi, c'est important. Puis il faut que je le fasse parce que si je m'entraîne pas, je deviens moins patient. Ça, c'est dans mon agenda. Là, le matin, je réponds pas à mon téléphone jusqu'à ce que j'amène mes enfants à l'école. Ça, c'est une règle que moi, je me suis fait pour moi-même, tu sais. Donc, j'étais avec ma famille, jusqu'à temps que je les amène à l'école. Une fois qu'ils sont à l'école, mais là, je commence à répondre à mon téléphone. Même chose après l'école, tu sais. Quand je vais les chercher, jusqu'à temps que je finis les devoirs, et même le souper des fois, mais je réponds moins à mon téléphone. Je me laisse des temps, mais quand même, c'est un défi. Es-tu capable de décrocher et prendre des vacances? Oui, mais faut que je prenne des vacances prolongées. Comme l'été passé, j'étais allé en Italie, puis je suis parti 3 semaines. Puis là, j'ai pu décrocher. Okay. J'imagine que ta blonde, elle tient le fort à la maison, puis ça doit être un travail d'équipe incroyable. Isabelle, c'est le général. C'est elle qui travaille le plus fort. Là. Sans elle, je serais pas ici, puis je serais pas en train de faire ce que je fais. Des fois, t'as-tu peur de passer à côté de quelque chose? Non, j'ai pas peur. Tu sais, des fois, je passe à côté de, tu sais, genre, les premiers pas à 4 pattes de mon petit gars, j'étais pas là, tu sais. Évidemment, maintenant que l'iPhone, t'as FaceTime, fait que tu le vois live, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, tu sais. Mais tu sais, j'étais arrivé à la maison, puis j'ai dit viens-t'en Dario, puis il est venu, puis c'est correct, tu sais. Puis si je suis capable de leur donner les opportunités qu'ils ont besoin, mais tant mieux, tu sais. Je pense qu'ils vont m'apprécier plus tard. OK.
Je conclue avec ça parce que le temps file, l'air de rien, comme ça, tu parles pas beaucoup. Non, je sais. Écoute, non. Écoute, le thème de l'émission aujourd'hui, ça arrive parfois d'haïr ses clients. Je te pose la question parce ses clients. D'haïr, de détester ses clients. Vous voyez pas, mais check ça. Mais non, mais je suis convaincu qu'il y a des clients parfois qui vont à Impasto, au Gemma ou quoi que ce soit, et c'est la mode maintenant, et qui font des critiques par contre, par hasard sur TripAdvisor, par exemple, des trucs comme ça. Tu dois trouver ça rough parfois, des gens n'importe qui écrivent n'importe quoi. Oui, parce que là, c'est rendu... sont toutes des critiques restaurants. La question que je me pose toujours, est-ce que tu serais capable de le faire? Mm-hmm. Puis si moi, dans ma tête, je vois cette personne-là puis je me dis, elle sera jamais capable de le faire, ça m'importe qu'est-ce qu'elle dit. Si je vois quelqu'un, par contre, qui est dans mon domaine, puis je dis, OK, lui, il serait peut-être capable de le faire, là, je vais prendre sa critique, je vais la lire, puis je vais dire, OK, il y a peut-être quelque chose, tu sais. Ou si la même critique revient plusieurs fois, là, je vais dire, OK, il y a peut-être un problème. Mais au début des restos, j'ai lisais toutes, puis je dormais pas. Ah ouais. Puis là, c'est Mike, mon associé, il fait longtemps qu'il est en restauration, il dit, Steph, arrête de lire ça. Puis j'ai arrêté de les lire. Okay. Là, je les lis de temps en temps. À un moment donné, les réseaux sociaux, faut que t'en prennes, faut que t'en laisses. Puis les critiques aussi, cela dit, je dirais, faut que t'en prennes, faut que t'en laisses. T'sais. Stéphano Faïta, merci énormément, mon gars, de passer avec les dérangeants. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous autres. Dans quelques secondes, on aborde le difficile problème d'haïr ses clients. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. Je veux prendre 30 secondes pour vous remercier, vous qui nous écoutez présentement et qui avez été nombreux à répondre à notre appel de candidature pour le concours Vente à salade. Les candidatures sont arrivées de partout au Québec par dizaines et dizaines. Et là, notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises a choisi 10 finalistes parmi eux. On va vous les présenter dans le podcast, chacun leur tour, jusqu'au 29 mai. Et ça va être à vous d'aller voter en ligne pour le projet qui vous satisfait le plus, le projet de votre choix, finalement, qui va mériter donc aux gagnants une formation bootcamp à l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui est une valeur de 1 300 $. Et les dérangeants aussi vont choisir un gagnant. Mais pour l'instant, on va vous présenter donc un premier projet. Marie-Claude, je te cède la parole. Oui, donc aujourd'hui, ça a été fait par tirage au sort. On vous présente une start-up qui s'appelle Vigne chez soi. On écoute sa fondatrice, Caroline Fontaine. Salut tout le monde! Je suis Caroline Fontaine, fondatrice de l'entreprise Vigne chez soi. Aujourd'hui, je ne vous vends pas ma salade, mais des plants de vigne. Des plants de raisin à manger. Pour la plupart sans pépins, super sucrés et résistants à notre climat. Si vous avez déjà rêvé de cueillir et déguster vos propres raisins à même votre terrasse, clôture, pergola ou même dans un pot, nous avons les plants pour vous. Près d'une trentaine de variétés disponibles sur notre site Internet ainsi que dans près de 60 points de vente. Nous avons comme mission que le raisin de table devienne aussi populaire que nos pommes, fraises et bleuets du Québec. C'est intriguant, ça, des raisins... Salut, Caroline! Oui! on salue l'enthousiaste. Oui, effectivement. Oui, c'est bien quand même d'être enthousiaste comme ça. Oui, on va pouvoir faire du vin. Oui, moi, j'aurais aimé ça savoir combien ça coûte. Tu sais, des fois, dans des pitchs de même, un 30 secondes, peut-être dire aux consommateurs, avant d'envoyer sur le site web, tu sais, c'est quoi les ranges de prix? Je sais pas comment on dit en français. L'échelle de prix. L'échelle de prix. Puis peut-être, moi, commentaire constructif, Vigne chez soi, tu sais, il faut toujours avoir de l'ambition. Hein? On va pas rester au Québec, on va pas juste rester francophone. Moi, j'aime beaucoup ça quand il y a un nom qui peut être français-anglais, puis ça reste le même nom, le même branding, le même site web. Ah, OK. Peut-être à y penser, surtout que la business est petite, peut-être à y penser pour le futur, mais sinon, ça semble Raisin? Raisin at home. Ouais, je suis pas sûre. Non, moi non plus. Mais tu sais, le nom, on y pense pas, mais des fois, quand tu veux devenir plus gros, il faut y penser. J'ai des amis qui sont pognés avec ça aujourd'hui. Alors, c'est bien parti pour découvrir nos 10 finalistes et pour voter. Alors, vous allez sur lesdérangeants.com/vend ta salade et vent, évidemment, c'est avec un S, vend ta salade. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com/vente à salade. Les dérangeants. C'est maintenant le moment de notre débat principal et je trouve ça extrêmement intéressant. D'ailleurs, je veux vous féliciter toute l'équipe des dérangeants parce que vous nous arrivez toujours avec des thématiques qui, même pour un gars comme moi, qui n'est pas nécessairement toujours super à l'aise. Ouais, mais attends une minute, Pat, parce que pour ce sujet-là, tu sais, nous autres, on fait une réunion avant le début de la saison, puis on parle des sujets blabla. Puis après ça, on se dit quel dérangeant est intéressé par tel sujet. Moi, j'ai eu la chance agréable de faire le mélange des dérangeants avec les options. Puis pour le jaillit tes clients, au moins
4 sur 7 étaient comme, je veux pas aller là. Je veux pas y aller dans cette émission-là. C'est des chickens. Fait qu'on est vraiment braves, là. Mais c'est vrai que vous êtes courageux parce que c'est un sujet quand même qui est délicat, qui est tabou quand même. Est-ce qu'on continue à faire affaire pour la santé financière de notre entreprise avec des clients qu'on finit par détester au risque parfois de se péter la santé personnelle, là, tu sais? Je vous pose la question. Vous, par exemple, Marie-Claude, Marie-Claude, je sais que ça t'a déjà coûté assez cher quand même, des clients avec lesquels tu avais des problèmes. Mais oui, dans le fond, l'année passée, je me suis retrouvée avec une cliente, puis c'était un client payant. Mais là, écoute, à chaque fois qu'elle appelait, on voyait le nom sur l'afficheur, puis personne ne voulait répondre. Moi, j'avais les jambes molles. Savoir que je devais l'appeler, je savais que ça allait finir en confrontation. Puis pas parce qu'on faisait mal notre job, c'est vraiment, tu sais, des fois, il y a des pas bons fit. Puis là, je m'excuse, mais il faut que je dise, la personne souffrait de maladie mentale. Fait qu'une fois, j'ai pas eu le choix. Non, mais c'est vrai, Alex. C'est le best comment ever. Non, mais pour faire, honnêtement, de l'harcèlement mental comme ça, moi, j'étais capable de le prendre sur moi, mais la fois que ça a commencé à affecter mes employés, là, j'ai dit enough is enough. C'est pas vrai que ça va continuer puis que mes filles vont devoir supporter ça. Mais non, t'es jamais assez gens payés pour ça, là. Non. Fait que, puis je dis pas vrai quand je vais être rendue à une place dans ma vie ou dans ma business où est-ce que je vais devoir endurer du harcèlement, de la méchanceté et de la cruauté. Il n'y a jamais de raison pour être comme ça, là. Non, tu peux pas. Moi, personnellement, je pense pas que tu peux être sain d'esprit et faire subir ça à peu importe que tu rencontres sur ton chemin. Fait qu'il y a une journée, écoute, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, puis j'ai flushé le client. J'ai flushé 40 000 $ cette journée-là. C'est quand même 40 000 là. Je veux dire, je peux pas dire, tu sais, le avant, de dire, OK, je vais vraiment faire ça, mais j'étais à bout. J'ai regardé le visage, j'ai regardé les yeux de mes employés, puis j'ai dit non, ça peut pas continuer. Puis moi, je crois je sais pas, je pense que je crois en la vie à dire, bon, OK, je flush ça aujourd'hui, puis il y a d'autres choses de sain qui vont m'arriver, puis pour les bonnes raisons. Fait que... Donc, ça a été un move tough. Puis, tu vois, écoute, avec le temps, j'ai parlé avec d'autres entreprises autour, puis finalement, elle était barrée de bien des entreprises. Elle faisait subir ça à beaucoup de gens. Mais vous œuvrez les trois dans des domaines différents quand même. Quelles sont les raisons pour lesquelles on en arrive à détester un client à un moment donné? Bien, tu sais, c'est drôle parce que l'émission, on peut voir ça négatif, j'haïs mes clients. Moi, j'adore ça en ce moment. J'ai une liste de gens, là, je ne vais pas nommer les noms, mais on dirait que ça défoule en même temps de dire, gars, c'est ça qui se passe. Tu sais, il faut comprendre une affaire. Alex puis Marie sont en B2B, fait qu'ils sont en business à business. Ça veut dire qu'ils ont des plus gros clients, mais ils en ont moins. Moi, je suis en B2C. Il y en a pas tant que ça dans les dérangeants qu'on est en B2C. Fait que ça veut dire que moi, depuis le début de Chic Marie, ça fait à peu près 4 ans, on a eu 20 000 clients depuis nos débuts. Okay. Fait que du monde qui chiale sur les médias sociaux, sur notre site Internet, etc., ça fait du monde en Christie, là. Fait que, tu sais, si toi, tu vis une affaire de même, moi, à tous les jours, il y a quelqu'un qui chiale. Puis ce que je trouve capotant, c'est que très, très rarement, nous autres, on a un taux de rétention de 94 %. Okay? Ça veut dire qu'à chaque mois, là, il y a 94 % de clientèle qui revient. Ceux qui ne reviennent pas, des gens qui tombent enceintes, des gens qui perdent leur job. Fait que tu as toujours un 1 % qui ont été insatisfaits. Mais c'est toujours ce Christie de 1 % qui, pardonnez le mot, te décalisse. Stéphano en parlait tantôt. C'est l'enfer comment ces gens-là viennent te chercher alors que tu en as plein, que ça va super bien, puis on devrait se dire, ben non, il y en a 94. Mais les gens que ça va bien, ils vont jamais prendre le temps. T'sais, on parlait des reviews tantôt. Ils vont jamais prendre le temps d'aller dire, hey, je suis tellement satisfait de ce service-là. Non, ils vont les chialer, ils vont les se plaindre. Puis moi, ce qui me fait capoter là-dedans, c'est que c'est très rare. Tu sais, si on fait une erreur, on va l'assumer, il y a un bug technique, OK, on va rembourser, il n'y a pas de problème, mais c'est très rare que le client a raison. Souvent, il y a une erreur que lui a fait, puis après ça, il blâme l'entreprise ou il blâme quelqu'un, il va dire qu'il va aller sur les médias sociaux, il va aller à l'Office de la protection du consommateur, etc. Parce qu'on dirait que le consommateur est rendu à un point où il sait que s'il chiale, puis s'il fait des menaces, il va avoir ce qu'il veut. Je trouve qu'on est en train de rendre le consommateur un peu bébé gâté à ça. Mais on n'a pas toujours dit que le client a toujours raison. Mais ça, c'est plus vrai. Je pense qu'il y a une époque... C'est plus des clients, c'est des abuseurs. Oui, je pense qu'il y a une époque où, effectivement, c'était vrai, puis il y avait eu des abus. Tu sais, je prends les compagnies comme Walmart ou des grosses compagnies, grosses conglomérats avant, que oui, ils abusaient un petit peu, puis les termes étaient semi-clairs. Mais là, on a plein de petites business qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Ils essayent de donner un super bon service client. Puis les clients, moi, je trouve qu'ils abusent. Là. Puis la manière qu'ils parlent, moi, je peux vous donner des extraits de gens qui sont passés, j'ai des histoires à tomber à terre, mais les gens, la manière qu'ils parlent sur les médias sociaux ou à mes filles au service à la clientèle, c'est l'enfer. Là. C'est l'enfer comment ils parlent. Ils font des attaques personnelles. C'est hyper méchant. Moi, mon taux de roulement est le plus grand service à la clientèle parce que les filles sont déprimées. Ils sont hyper déprimées de faire ça. Là. Mais je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. En ce sens-là, les réseaux sociaux, ça a changé énormément d'affaires. À l'époque, tu n'étais pas content d'un service ou quoi que ce soit. Je veux dire, tu prêchais dans le désert. Aujourd'hui, ça peut avoir des incidences importantes, non? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Nous autres, au début, tu sais, sur les médias sociaux, tu peux mettre des reviews. Donc, tu peux mettre une étoile sur 1 à 5. Au début, on l'avait essayé.
Finalement, on a arrêté parce que c'était juste du négatif, seulement du négatif. Puis je pense que c'est la nature humaine. Personne ne prend le temps de dire « Hey, j'ai été content, c'était cool. » Moi, j'ai reçu de Google Maps là, aujourd'hui, justement, un « Hey, merci de tous tes bons commentaires. » Moi, je fais juste des bons commentaires sur Google. Mais ça, tu vois, Marie, on aimerait ça avoir des clientes comme toi. Trop positive, Marie. Mais il n'y en a pas. Oui, mais Marie, tu t'es déjà demandé, peut-être que je fais quelque chose de pas correct. Si tous les clients sont pas satisfaits ou s'ils chialent tout le temps. Tu vois, c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut comprendre quelque chose avec notre business particulièrement. Je peux pas parler pour tous les autres business, mais nous autres, on est dans l'abonnement. Okay? Pas compliqué. Tu t'inscris le 23, tu vas être orbilé le 23, à moins que tu annules. Okay? Je comprends qu'il y a 5 ans, il y en avait moins, mais là, aujourd'hui, il y en a en tabarouette, là, des business de même. Netflix est de même, Illico, Tout.tv, n'importe quel truc d'abonnement, c'est comme ça. Puis nous, tout le temps, quand les clients ils chialent, c'est parce qu'ils ont manqué la date puis ils se sont fait orbiler. Ça veut dire qu'ils ont encore du linge avec eux, puis ils n'ont pas noté à la date dans leur agenda, puis ils se sont fait orbiler, puis ils s'en sont rendus compte 3 semaines plus tard. Est-ce que tu as créé un programme où est-ce que ça serait, OK, regarde, mettons, en dedans de 5 jours, regarde, je te le rembourse, puis je me libère de ça. C'est ça l'affaire. C'est que, check bien ce qu'on a fait, là. Là, au début, on a mis ça clair sur le site web. On a envoyé des courriels à plusieurs reprises. Après ça, on a dit, OK, en dedans de 2 jours, on va rembourser. En dedans de tant de jours, on va rembourser. Mais peu importe le nombre de jours, ça chialait pareil. Puis c'est tout le temps la même affaire. Tu sais, c'est tout le temps le client qui va dire, vous êtes des fraudeurs, vous êtes des voleurs. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que si le client disait, regarde bien, je m'excuse, j'ai manqué à la date, tu sais, comme Stéphano, il disait tantôt, il l'a peut-être pas lu son bail, tu sais. Bon, je m'excuse, blablabla, c'est sûr qu'on serait plus parlable, tu sais. Si tu nous écris, tu nous accuses, parce que au final, c'est pas vraiment. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je peux pas envoyer un avion en haut de chez vous pour dire, Marc-Claude, oublie pas, ton abonnement se renouvelle le 23 novembre. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Moi, je pense que le consommateur a aussi une responsabilité. On peut pas le prendre par la main non plus, là. Ben non, t'as raison. Ça, c'est du côté, on appelle ça le B2C, comme tu disais. Dans le B2B, je suis à peu près convaincu aussi qu'il doit y avoir beaucoup de clients, mettons, qui rêvent d'un espèce de résultat à 200 000 $ et qui, au bout du compte, ont à peu près juste 15 000 $ de budget. Ah, ça, Pat, c'est l'histoire de ma vie. Puis écoute, dans mon domaine, le processus de vente est un petit peu malsain, OK? Parce que les clients, quand on prend des requis qu'on appelle sur des logiciels qu'on développe, il y a avantage intérieurement à m'en dire le moins possible pour avoir le prix le moins cher possible. Et moi, j'essaie d'aller en chercher le plus possible pour pouvoir avoir un prix le plus élevé possible. Fait qu'il y a comme cette relation-là qui est un peu malsaine. Tu sais, les clients, souvent, on démarre, puis là, ils se disent, ben combien de clients? Un client par semaine à peu près m'appelle. Il me dit du genre, je veux un Kijiji pour un autre domaine. J'ai 25 000 $. Et ça n'a aucun sens, là. Hein? Mais il y a des fois que... Toi, tu le sais, mais lui, est-ce qu'il sait ultimement ou il s'essaye ou bien il veut te mettre de la pression ou bien s'il n'y a aucune Christie d'idée de ce que ça vaut, ce qu'il te demande? Probablement qu'il n'y a aucune Christie d'idée. On les refuse maintenant, ces clients-là. Okay. Mais quand on commençait, tu sais, à un moment donné, il faut que tu manges. Fait que ces clients-là, tu les prends puis tu dis, ben, on dealera avec la situation. Mais écoute, ça marche pas. Faire des cadeaux, faire des choses gratuites pour des clients, là, ça vire tout le temps au désastre. Ils ont des attentes hyper élevées. Puis, ils sont souvent pas de bonne foi. Là. Ils réalisent pas que 25 000 $, là, t'as 1 mois et demi de job. Là. Mais ce que tu me demandes, ça prendrait 1 an à développer. Fait que souvent, on a à dealer avec ça, puis c'est pas facile. Mais, tu sais, j'en prends les commentaires des filles. Moi, de mon côté, la politesse puis le respect, il n'y a pas de pardon. Tu peux être fâché, tu peux être en maudit, tu peux être insatisfait. Si t'es pas content, amène-moi en cours au pire. Mais il n'y a aucune raison pour que tu m'envoies promener parce que tu as une insatisfaction. On a été victime du même genre de client comme Marie-Claude. On est obligé d'un moment donné couper les ponts. Puis j'aurais dû couper les ponts probablement 6 mois d'avance. Mais tu parles de respect et sauf erreur, Marie-Claude, tu as même déjà eu, toi, avec une cliente avec qui ça allait moins bien, des menaces de mort, non? Oui, c'est assez particulier. Écoute, moi, dans mon domaine, en imprimerie, t'es comme le dernier poisson, le dernier maillon. Là. Avant ça, t'as la stratégie marketing. Ensuite de ça, t'as le graphisme. C'est beau. Mais là, le délai, il change pas, lui. Il faut tout le temps que ça sorte à la même date. Fait que finalement, ça arrive sur ton bureau, puis ça le prend pour hier. Moi, je dis tout le temps que je suis comme Chuck Norris. J'ai le gun sur la tempe, puis je roule là-dessus. Puis chez nous, c'est de même. Au travail, on a toujours le gun sur la tempe. Puis ça a été ça, le fournisseur du client, mais qui s'est permis en me disant au téléphone, elle dit, écoute, ça sort pas à temps, il y a des têtes qui vont rouler. C'est quand même intense. Je peux te dire que je me rappelle que j'étais dans mon char, j'étais rendue à Saint-Jérôme à ce moment-là, puis je me suis fait dire ça. Je vais être, attends, je viens de me faire dire que ma tête allait rouler pour du papier. J'en revenais pas. Mais tu sais, là, on parle des mauvais clients. Oui, il va toujours en avoir. Puis regarde, ce que je nomme encore, c'est un problème de personnalité, cette personne-là qui a dit quelque chose comme ça.
Mais il n'empêche que, tu sais, moi, je suis dans une entreprise, justement, de B2B. Fait que qu'est-ce que Marie, elle explique? Je le vis pas. Tu sais, moi, j'entretiens des relations. C'est des relations long terme. On peut se parler à tous les jours. On développe des projets. On travaille ensemble. Fait qu'il faut qu'il y ait une belle synergie. Puis, tu sais, moi, j'aime mes clients. Moi, j'aime dire qu'ils font partie de ma famille. Puis, justement, quand on fait partie de la famille Triton, bien, c'est qu'on travaille ensemble. C'est qu'on collabore. Fait que c'est sûr qu'au moment où est-ce que on voit plus les choses de la même façon, où est-ce qu'il n'y a plus de collaboration, où est-ce que c'est là que, non, il ne peut pas avoir une relation saine. C'est comme une relation amoureuse ou avec un frère ou avec une sœur. Pour moi, c'est ça. Et question de se laisser sur une note plus positive que des menaces de mort. Non, mais je vous pose la question. Non, mais c'est vrai. Je vous pose la question parce que forcément, ça doit vous atteindre. Tu en parlais tout à l'heure, Marie-Philippe. On fait comment pour, mettons, laisser ça au bureau puis oublier ça lorsqu'on arrive à la maison? Avez-vous des trucs pour essayer de vivre sainement à un moment donné, malgré tout? Moi, quand j'ai commencé chez Marie, c'est moi qui faisais le service à la clientèle pendant 6 mois. Puis à un moment donné, je l'ai laissé parce que j'étais justement trop déprimée. Ça venait vraiment me chercher. Puis, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'il y a des clients, des fois, qui vont nous écrire des petits mots à la main dans leur boîte. Ils vont être comme, hey, tu sais, j'ai vraiment été cute, j'ai été une date avec mon chum, puis c'était vraiment le fun, merci, chez Marie, blablabla. Puis ça, on les met sur le mur. Okay. Fait que quand on a comme plein de clients qui nous écœurent sur Internet, ben on est comme, OK, on regarde ceux-là, puis on est comme, OK. T'sais, si on a 94% de gens qui restent, on se concentre sur eux autres, puis un peu fuck le reste, là. Parce que maintenant, il faut balancer. Ouais, nous aussi, on a établi ça. Puis là, on a un tableau. Puis les filles vont l'écrire. OK, tel client écrit telle affaire. Puis quand on rentre dans le bureau, nous, on le voit, ce tableau-là. Puis on voit les commentaires des gens. Puis ça fait du bien. Donc. Ben oui. Puis on se donne aussi des tapes dans le dos. Moi, c'est ça que j'aime faire. C'est de dire, OK, on prend notre main droite, on la met sur l'épaule gauche. Puis on donne 3 petites tapes quand on a des bons commentaires comme ça. Puis ça fait du bien. Puis il faut s'accrocher à ces choses-là aussi. C'est sûr. Ouais. Je trouve ça super intéressant parce que c'est niaiseux, là, mais souvent, on a l'impression que les entrepreneurs sont ces gens-là qui n'ont pas de faille puis qui sont pas vulnérables. Puis c'est ça, vous avez besoin aussi de ces aspects plus positifs-là pour continuer à avancer. Je trouve ça bien intéressant de vous entendre. Alex, un petit truc, toi, pour... Ben écoute, moi, juste après me détacher carrément, avant, les clients qui t'écrivent la fin de semaine, là, je passais mon samedi à répondre, essayer de le rendre satisfait à cette heure. Regarde, écris-moi le samedi si tu veux. Là. Ça va être le lundi à 9h que tu vas avoir une réponse. Puis, sais-tu quoi? Ça change rien. Il n'est pas plus satisfait que tu y répondes le samedi ou le dimanche. Même, probablement, 3/4 des cas, je leur répondais le samedi puis j'avais pas d'autres réponses avant le lundi. Fait qu'à cette heure, je me détache carrément. La fin de semaine, quand je suis chez moi, je suis pas au travail. That's it. Un gars d'expérience. Ça a pris du temps à prendre ça, par exemple. Pour nos auditeurs à la maison, là, peut-être que si en gang, là, on prenait le temps de... Quand on est content, on peut le dire. On n'est pas toujours obligé de dire juste qu'il va mal. T'sais, si on est content, d'aller le dire sur les médias sociaux, d'aller le dire ailleurs ou d'envoyer un petit mot, ça tue jamais personne. Là. Ouais, mais tu sais bien qu'on aime mieux chialer. Non, mais c'est pas grave, c'est Noël, c'est temps des fêtes. Ah, c'est vrai! Ça va se faire. Marie-Philippe Simard, Marie-Claude Duquette, Alex Metier, merci beaucoup pour votre humilité, votre courage aussi. Puis les autres n'ont pas voulu le faire, vous autres, vous avez été extraordinaires. C'est les 3 meilleurs, je dis ça comme ça. J'approuve. Le prochain podcast, soyez là. Encore une fois, un sujet extrêmement intéressant. Comment préparer sa sortie à la tête d'une entreprise. Merci beaucoup d'être à l'écoute des Dérangeants. Bye, à la prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!